à partir de la 4e secondaire, on allait équiper, en 3 ans on va le faire, tous les élèves d'un ordinateur. Donc ils vont tous recevoir un ordinateur chez eux pour avoir ce principe d'égalité. Bienvenue à cette deuxième journée du Geek Summit. C'est encore une fois, je le rappelle, ce Geek Summit qui se déroule dans l'hôtel de ville de Bruxelles. On est accueilli par Philippe Claus, bourgmestre de la ville de Bruxelles, et aujourd'hui on le reçoit. On le reçoit, il est à côté de moi, Philippe. Merci encore pour ton accueil. Et Philippe, je te propose qu'on retire déjà nos masques. Parce qu'on a, voilà, on a un plexi qui nous protège, donc on peut retirer nos masques. Les gens voient que c'est vraiment nous. Voilà, ils voient exactement, ils voient que c'est vraiment nous. Et tout d'abord, je voulais encore te remercier pour ton accueil, parce que c'est un accueil, je veux dire, all-in. Hein. Quand je dis all-in, c'est qu'on a accès à énormément d'espaces, de locaux, voilà, l'équipe ici que tu as ici, ils sont super collaboratifs, ils ont été géniaux depuis hier matin, ils ont été super accueillants. Et franchement, je le dis parce que c'est ce que toute l'équipe a ressenti ici. Et aujourd'hui, on est dans la salle gothique. Ça nous faisait beaucoup de bien d'avoir une activité, parce que depuis 1 an et demi, dans cet hôtel de ville qui bouillonne normalement, c'est vrai qu'on a dû arrêter beaucoup de choses, et quand tu es venu avec le projet, on a trouvé ça une bonne idée de commencer à relancer la machine, comme on dit. En tout cas, moi, j'ai découvert ce bâtiment qui est juste incroyable. Mais tu m'en avais parlé aussi, j'allais dire c'est un musée, et tu m'as dit que ça va peut-être devenir un musée. Oui, c'est quelque chose, les gens veulent visiter, évidemment. Il y a un patrimoine inestimable, on est d'ailleurs patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ce n'est pas rien, comme toute la grande place, mais en particulier l'hôtel de ville. Mais en même temps, c'est l'hôtel de ville de tout le monde, parce qu'il appartient à tout le monde, tous les citoyens bruxellois, c'est leur hôtel de ville. Ouais, et c'est pour ça, et on en parlera un peu plus tard dans l'interview, c'est pour ça que tu es en train de construire un bâtiment de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, pas très loin de Brookhair, en face du Novotel, où ça va devenir le centre administratif. Voilà, on va déménager le centre administratif, on va complètement le rénover, enfin donner vraiment une autre dimension. Être un bâtiment passif, en tout cas avec toutes les nouvelles technologies, mais c'est vrai qu'il y a un grand défi aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a été pensé avant le confinement, avant la génération du télétravail, et donc il y a un vrai défi aussi par rapport à cela. On va y revenir aussi, on va un peu en discuter aussi, Philippe. Aujourd'hui, Philippe, tu es là pas parce que tu nous accueilles, mais en tout cas merci de nous accueillir, mais tu es là surtout parce que pour la ville de Bruxelles, pour une commune comme la ville de Bruxelles, la première de tes dépenses, c'est l'éducation. Ouais, je le dis souvent parce qu'on a l'impression, parce qu'on voit beaucoup la police, on voit aussi le travail que fait le CPS de Bruxelles, on voit toutes les manifestations, les événements qu'organise Bruxelles, mais en fait notre premier budget c'est l'enseignement. Et depuis quasi toujours, parce que ça a été un acte fondateur de la ville de Bruxelles. C'est d'ailleurs quelque chose qui a rassemblé les villes, c'était le fait d'offrir un meilleur bien-être aux habitants, et pour nous ça passe par une priorité qui est l'éducation. On a eu un gros réseau d'enseignement qu'on connaît, hein, c'est près de 50 écoles, près de 30 000 élèves qui sont actives. Et en même temps, il y a 20 ans, c'était des écoles où parfois les gens dans nos quartiers avaient l'impression qu'elles n'y avaient pas accès. Et un des gros défis, ça a été de dire, mais si on veut aider notre population, c'est très bien de rénover les quartiers, c'est vraiment fondamental de mettre des infrastructures sportives, culturelles, mais la base de la base, c'est l'enseignement. C'est vraiment à travers l'enseignement que l'on peut lutter contre les discriminations, que l'on peut apporter un meilleur bien-être aux gens. Et là, on doit avoir une vraie politique proactive, d'aller vers les gens. Et c'est pour ça qu'on a multiplié encore les budgets pendant cette crise Corona, parce que ce dont on a vraiment peur, c'est que l'écart entre les personnes qui décrochent, qui arrivent à accrocher au système scolaire, s'accentue encore. Et donc là, on a vraiment mobilisé des moyens maintenant pour qu'il y ait un accrochage scolaire, pour aider les enfants qui ont des difficultés en maths, en français, en sciences, pour qu'ils puissent s'accrocher, parce que c'est notre priorité absolue. Ouais, et moi, je vais souligner, rebondir sur ce que tu dis là, parce qu'on a collaboré lors du confinement, on a reçu un peu plus de 200 ordinateurs de l'administration communale ici, de la ville, qu'on a reconditionné, qu'on a redistribué à des jeunes pour les écoles de la ville, et ça a été fait. Et là, on voit à quel point ça te tenait à cœur, en tout cas pour la ville, à quel point ça tient à cœur. Aujourd'hui, donc on a près de 2000 ordinateurs qui ont été mobilisés pour aider les gens à suivre les cours en ligne, même si la priorité, c'est quand même qu'ils puissent revenir à l'école. Je veux dire que quand même cette rentrée de tout le monde, le 10 mai, c'était important, rien que pour les contacts sociaux. On a l'habitude de travailler maintenant en Zoom, en Teams ou que sais-je. Mais on a quand même besoin de se voir. Regarde ici, on aurait pu faire ça en Zoom. C'est quand même agréable de pouvoir faire une interview où on peut se parler, même s'il y a un plexi. Mais
On a trouvé ces ordinateurs et maintenant on a même décidé avec ma collègue Fouzia Harish qu'à partir de la 4e secondaire, on allait équiper, en 3 ans on va le faire, tous les élèves d'un ordinateur. Donc ils vont tous recevoir un ordinateur chez eux pour avoir ce principe d'égalité. Okay. Parce que vraiment on a l'impression que tout le monde en a un, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Et l'enseignement, il ne vaut que si on tient compte des populations qui ont le moins accès à celui-ci. Notre force, c'est de dire, mais toi qui n'as pas accès à tout, toi dont les parents ne peuvent pas t'aider le soir parce qu'ils ne connaissent pas le néerlandais, ils ne connaissent pas le français aussi bien que tout le monde, ils ont des problèmes en maths, moi je suis incapable de refaire une équation avec mes enfants, eh bien c'est l'école qui va t'aider à progresser. Et c'est en utilisant également les moyens informatiques. Donc ouais, ça c'est super important. Et ce que tu nous dis là, c'est, j'entends bien qu'on est tous un peu fatigués de ce e-learning, voire un peu de ce home working à 100%. Moi, en tout cas, à Molengeek, on n'y croit pas du tout. Ça, je crois que c'est la 5e fois que je le répète lors de ce Geek Summit. Mais au e-learning, 100%, on n'y croit pas du tout parce qu'on voit une chute de la motivation énorme. Par contre, on voit que l'hybridation, une journée semaine, ça peut amener des skills. En tout cas, pour nous, on a un public de jeunes chercheurs d'emploi, donc ça va de 18 à 30, 35. Ça peut amener des skills d'autonomie, des skills de responsabilité, des compétences d'autonomie, de responsabilité, d'organisation pour certains jeunes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On a équipé quasi toutes nos écoles de tableaux actifs, les fameux tableaux blancs. Ouais. Donc on a tellement investi dans nos bâtiments, on a beaucoup de chance dans le réseau de la ville, comme c'est notre premier budget. C'est vrai que parfois on est envié en disant mais vous avez des bâtiments scolaires incroyables, super équipés, digitalisés. On a les séances vraiment de formation avec les professeurs parce qu'on ne veut pas opposer des systèmes. Il faut de l'interaction humaine, que les gens se voient, mais en même temps, c'est fantastique ce qu'on peut trouver. Je prenais les exemples d'explications. Moi, quand j'ai dû refaire des fractions avec mes enfants, j'ai trouvé des tutos incroyables sur YouTube, souvent québécois d'ailleurs, il faut passer le cap de l'accent, mais sinon, honnêtement, on trouve des choses pour réexpliquer un petit exercice, pour donner une petite explication sur les sciences ou quoi, incroyable. Donc aujourd'hui, ce n'est pas d'opposer des systèmes, que ce soit sur le e-learning ou le télétravail. En fait, on va utiliser tout ça. Ouais. Tous ceux qui croient que ça ne va pas s'imposer se trompent. Par contre, croire qu'on ne va faire que ça, c'est n'importe quoi. Ouais, je vais prendre un autre secteur, le secteur des congrès. En fait, on pourrait se dire, tiens, dans les congrès, on n'a plus besoin de se voir, on va faire une énorme vidéoconférence. Mais non, parce que les toubibs qui ont besoin d'échanger, les médecins sur les pratiques, ils ont besoin de se voir, ils ont besoin d'échanger. Jacques Attali, le célèbre économiste français, disait la pièce la plus importante dans une entreprise, c'est la machine à café. Mais c'est vrai à Molengeek, c'est vrai à la ville, c'est vrai partout. C'est le moment où à un moment donné, tu échanges et tu as l'idée géniale, où tu dis tiens, je ne connaissais pas ce que faisait mon collègue, je ne sais pas ce qu'il faisait. Par contre, on va devoir organiser que dans les temps de déplacement, pour offrir un meilleur bien-être aux gens et aussi aux élèves, il y a peut-être des moments qui vont être de façon digitale. Et ce n'est pas grave. Mais il faut trouver les bons rythmes. Tu as tout à fait raison. Et Jacques Attali aussi, on a un très grand espace à Molengeek dédié au café. Et le fait qu'on ait des personnes qui ont des entreprises, des personnes en formation, des personnes qui viennent juste pour des événements, qui vont prendre leur café au même moment et ça se mélange. Et c'est là où il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et là je souligne ce que tu dis, c'est super important. Je te propose qu'on passe un peu plus sur l'aspect travail, parce que tu as aussi la plus grande administration de Belgique. Ça représente combien de personnes? En fait, la ville en tant que telle, c'est 4000, mais si tu rajoutes la police, tu rajoutes 2600, le CPS, près de 2000 personnes, les hôpitaux, près de 10 000. En gros, tout ce qui dépend de la ville de Bruxelles, donc au-delà de l'administration pure de la ville, c'est près de 20 000 personnes. 20 000 personnes, c'est une grande entreprise. Oui, alors dedans, je le répète, il y a nos hôpitaux, puisqu'on gère, la ville de Bruxelles gère l'hôpital Saint-Pierre, l'hôpital Bruckmann, l'Institut Bordel et l'hôpital des enfants. Donc c'est vrai que c'est une grande structure, mais il y a en même temps ce côté proximité où on se connaît. Donc c'est ce que moi je veux garder. C'est super intéressant parce qu'on va parler du confinement par rapport à tout le chamboulement que tu as amené du côté de ton administration, mais je veux dire un peu plus standard par rapport au home working et tout ça. Mais on pourra aussi peut-être dire un petit mot par rapport aux hôpitaux. Là, c'était le confinement et cette pandémie a amené d'autres challenges là aussi. Exact. On pourrait un peu en parler. Toi, voilà, il y a eu la crise, il y a eu le confinement qui est arrivé, le home working obligatoire. Comment ça s'est passé? Très bien. En fait, non, mais on était surpris comme ça a tenu. Et moi, je suis extrêmement admiratif des collaborateurs de la ville de Bruxelles, comme ils se sont adaptés rapidement. La seule chose auquel je suis vigilante, ça va paraître bizarre pour le patron d'une administration, j'ai peur que parfois ils travaillent trop. Ouais. Donc le problème du home working, c'est que ça ne s'arrête pas. Parce que différence. Il faut, et on l'a vu, donc nous on avait négocié
avant la pandémie, avec les syndicats, la façon dont on pouvait travailler en home working. Et on avait dit c'est 2 jours par semaine maximum. Je pense que c'est un bon équilibre. Alors après, ça peut s'adapter, mais pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de fin. Donc, à un moment donné, c'est normal que dans ton temps de travail, tu aies une limite. Ouais. Or, les mails, ils arrivent tout le temps. Les gens vont travailler pas aux mêmes heures. C'est pas grave. Ouais. Tu peux décider de travailler de 10 à 18 plutôt que de 8 à 4, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir comment on crée les interactions et comment on dit maintenant, stop, vous avez fait votre job et comment on évalue ça. Mais objectivement, dans la productivité, même si ça ne veut pas toujours dire grand-chose pour un service public, c'était tout à fait très correct. Et surtout, la façon dont on s'est adapté très facilement. Mais ce qui manque, c'est l'interaction humaine. Et donc ça, il faut faire attention. Tu dis que tu as peur qu'ils travaillent trop. Est-ce que tu as vu une surproductivité à un moment où tu as remarqué qu'ils ne faisaient plus la différence, parce qu'il n'y a plus cette différence géographique entre lieu de travail et vie privée, et lieu privé, et donc il va falloir mettre des règles, parce qu'il y a tout le temps une urgence. Alors, dans mon boulot de bourgmestre, c'est normal, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais tout le monde ne doit pas être astreint à ce régime-là. Donc oui, il faut, moi je pense beaucoup au bien-être des travailleurs. Il ne faut pas que notre société de digitalisation, elle doit faciliter les choses, faciliter notre bien-être. Elle ne doit pas être une contrainte. Elle ne doit pas être quelque chose qui nous pousse à moins bien vivre. Je veux dire, aujourd'hui, ce confinement, cette pandémie, elle nous a amené à relativiser les choses. À savoir que bon, tout peut s'écrouler, que tout peut s'arrêter, que ce monde comme ça, avec un petit virus de rien, qui part d'une petite province dont personne ne connaissait le nom il y a 1 an et demi, commence à éclater et nous arrêter nos vies, provoque des morts. Et donc, ça doit aussi philosophiquement nous interpeller. Et donc, moi, je crois toujours que la digitalisation doit être une piste qui doit nous permettre d'améliorer notre bien-être, mais ne doit pas nous emmener non plus dans les dérives qui peuvent exister, comme on l'a connu dans l'industrialisation de nos villes ou des choses comme ça. Donc, il faut trouver, comme toujours, un juste équilibre. Ouais, un juste équilibre. Est-ce que tu penses que la formation sur la pédagogie de comment travailler en home working pourrait être un plus? Parce que moi, je le vois par exemple à Molengeek avec certains collaborateurs, mais en tout cas certains étudiants, on insiste pour que le matin, ils se changent, ils s'habillent et se mettent en condition, même s'ils sont en e-learning, pour avoir cours. Donc le fait de juste de s'habiller, psychologiquement, on est en condition d'aller à un cours et certains étaient en pyjama, quoi. Ils restaient dans leur lit, prenaient leur PC et l'allumaient. Et on ne se met pas dans les bonnes conditions pour travailler, par exemple, et en tout cas pour faire la différence entre le privé et le professionnel. Voilà, je pense ce qui est très important, c'est que notre société est là pour améliorer le bien-être des gens. C'est ça notre finalité dans le fond. C'est pas de produire pour produire, c'est pas de gérer pour gérer, c'est qu'on veut un bien-être collectif. Et donc, oui, il y a des choses qu'on va devoir apprendre. Par exemple, moi, je suis très surpris pour les cours de langue. Moi, je prends pas mal de cours de langue parce que voilà, je dois parler en français, en néerlandais, en anglais. Et donc, j'ai toutes les... En fait, en vidéo, c'est parfait. Tu es très concentré, beaucoup plus que si tu as un cours comme dans une conversation. Et ça te donne cette 1h30 de cours parce qu'au-delà, tu satures. Où, en fait, on s'est dit avec un de mes profs, mais tiens, c'est vraiment extrêmement positif de le faire comme ça. Et pour elle, c'est plus facile parce que ce sont ses étudiants, elle ne doit pas aller d'un lieu à l'autre. Pour certains conseils d'administration, c'est plus facile. Je reste au bureau, je ne dois pas me déplacer, des choses comme ça. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'à un moment donné, nos employés se disent « mais je suis contactable tout le temps, je suis appelable tout le temps, j'ai plus de vie de famille. Oui, mais enfin, tu sais bien répondre à mon mail le samedi, c'est bien. » Donc, il va falloir mettre des règles. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais sinon, on va démotiver les gens, on va pousser à des burn-out. Et en effet, il y a une façon dont il faut s'installer. Et se dire aussi que quand on enchaîne les réunions en visio, ou les réponses de mail, il n'y a pas ces petits breaks, ces pertes de temps là, dont je parlais de la machine à café. Mais elles sont fondamentales, le moment où tu parles un peu de tes gosses, où tu parles un peu de ce que tu as vu au cinéma, du film. Mais ces liens sociaux, ils contribuent à ton bien-être au travail, avec tes collègues. On sait bien, tout le monde sait bien que si l'ambiance est pourrie dans un bureau, que personne ne se dit bonjour, et quand les gens s'asseyent, tout le monde tire la tête, c'est pas une bonne productivité. Ben, ça doit être la même chose. Si jamais on n'a plus que de la visio et qu'on n'a plus que de répondre à des mails et que les gens ne se connaissent pas, ça ne va pas marcher non plus. Et donc il va falloir trouver ce juste équilibre. Et il va falloir que les employeurs comprennent que ce bien-être doit rentrer dans ce qui est quelque chose qui va s'imposer, qui est en effet le télétravail, mais qui ne doit pas devenir la majorité du temps de travail à mon avis. En tout cas, moi je plaide pour plutôt 2 jours sur 5 de télétravail pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent. Est-ce que tu plaides, donc tu envisages, en tout cas ce que tu as retiré de cette période de confinement, de cette expérience de home working,
c'est de proposer à tes collaborateurs peut-être de jouer. On l'a négocié avant, donc ça tombait bien, c'était un grand test puisqu'on l'avait négocié avant. Alors, de nouveau, je veux le dire, ça concerne certaines catégories de personnes. Des personnes qui n'ont jamais arrêté d'être sur le terrain, par exemple, c'est nos balayeurs. Les gens de la propreté publique qui ont été tout le temps, les policiers, les pompiers, les gens dans les hôpitaux, on en a parlé. Donc il y a des boulots qui ne sont pas téléworkables, si je puis dire. Donc voilà, il faut aussi tenir compte de cela et de voir comment on peut fonctionner. Mais on est en train d'inventer un nouveau monde. Au tout début de la crise, Marius Gilbert, que tout le monde connaît maintenant, le fameux épidémiologiste, m'a dit tu vas voir cette crise, c'est tellement puissant et tellement fort qu'en fait tu vas très vite voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et si tout le monde se pose cette question, se remet 18 mois en arrière et se dit ok, comment j'ai vécu cette crise, même si elle n'est pas complètement finie, tu as vu des trucs qui marchaient très très bien et des trucs où tu avais des doutes et qui en fait ne marchent pas du tout. Ouais. Elle va nous obliger à nous positionner, à faire des choix de société. Et j'espère que ce seront les choix les plus positifs pour les gens. Ouais. Écoute, c'est super intéressant ce que tu nous dis par rapport à ton positionnement, en tout cas vis-à-vis de ton administration pour le télétravail. Il y a aussi tout ce qui est... Moi, je plaide beaucoup pour les formations pédagogiques au home working parce qu'il y a tout ce qui est, on appelle ça l'effet Zoom, mais c'est vraiment dégueulasse pour Zoom parce que c'est un effet Skype, c'est un effet Meet, c'est un effet Teams. Et en fait, le fait d'avoir des meetings constamment en visioconférence, c'est super fatigant parce qu'il y a la caméra qui est braquée. Et si on coupe sa caméra, c'est super mal pris de l'autre côté parce qu'on ne sait pas si on dort et qu'on fait autre chose. Bref, il y a tout ce truc où il y a toute cette éducation qu'on devrait avoir au dire « Ok les gars, vos collègues, s'ils coupent la caméra, c'est pas grave. S'il n'y a que le son, ils sont encore d'autant plus concentrés et tout. » Je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Et je reviens vers toi par rapport à ce fameux bâtiment de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Combien exactement ? On va être au-delà des 20 000 mètres carrés. Hein, on l'a paramétré à l'époque pour rassembler tout. Mais on l'a visité la semaine passée. Ce qui est intéressant, c'est le nombre d'espaces qu'on a créés de détente. Donc, par exemple, tout le toit, c'est l'ancien parking 58 pour ceux qui connaissaient. Il y avait un panorama incroyable. Ce panorama sera ouvert aux citoyens. Il y a une grande cafétéria qui va être ouverte aussi aux citoyens. Il y a la salle du conseil communal, pour ceux qui la connaissent, je crois que tu as fait peut-être des images un peu aussi. Elle est très petite. Ce n'est pas normal que dans la capitale de ce pays, tu ne peux pas mettre au moins 100, 150 personnes qui veulent assister au conseil communal. C'est quand même une image de la démocratie importante. Eh bien là, ce sera possible. Et donc, on va devoir penser au fait qu'on a des salles de réunion plus grandes pour recevoir les gens. Donc oui, les gens vont commander des choses, mais on va devoir repenser une partie de ce bâtiment avec son occupation qui va sans doute devoir être partagée. Parce que moi, je crois beaucoup qu'on va être de plus en plus dans une société du sharing, où le fait de posséder sera moins important. Je pense que c'est encore... moi, j'ai 50 ans, donc on est encore très... je prends toujours cet exemple. Moi, je suis un fan de rock'n'roll, de musique. Il fallait avoir la collection de disques la plus impressionnante, puis les CD, tout cela. Un groupe. Moi, le groupe que j'ai un culte, ça s'appelle Motorhead. C'est un groupe qui fait beaucoup de bruit. Voilà, donc, parce que il chante encore, Non, il est décédé en 2015, le chanteur. Mais c'est un peu l'icône du rock'n'roll dur. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Mais j'ai une platine à côté de mon bureau. Quand je signe, je mets de la musique assez fort. Mais aujourd'hui, tous les gamins, ils ont Spotify, Apple Music. C'est pas grave de posséder. Alors moi, j'adore le vinyle. Il y a de plus en plus de gens qui aiment le vinyle. Mais pour la voiture, ça va être la même chose. Pour une série de choses, on va partager les choses. Mais alors, comment va-t-on travailler sur cette économie du partage? On va partager les postes de travail. On va partager les choses. Et moi, je pense que ça peut être pour un mieux si c'est cadré. Parce que la plus grande économie du partage, c'est la sécurité sociale. C'est qu'aujourd'hui, vous cotisez, tous les gens qui sont dans cette pièce, qui travaillent, cotisent pour des gens qui sont malades, pour des gens qui sont à la pension, pour des gens qui sont au chômage. C'est l'espèce de chose qu'on a créé. Le plus grand partage, ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est cette sécurité sociale. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'inspirer de tout ça. Il y a un grand débat sur la santé, évidemment, qui va naître là-dessus, pour montrer que cette économie du partage, elle peut être positive. Pour le moment, elle est prise parfois sous un regard très très capitaliste. On le voit par rapport notamment à l'économie concernant les livraisons, par exemple, où on sait qu'il y a quand même un gros problème sur le statut des livreurs, quand même, qui est pas acceptable. On se fait tous livrer des repas, mais on culpabilise quand même un petit peu quand on voit les conditions dans lesquelles ils sont. Il faut pouvoir régler ça, il faut mettre des règles. Il ne faut pas avoir peur de la technologie, ça c'est le pire. Une société qui a peur de la technologie, ça c'est ridicule. Il ne faut pas avoir peur du progrès, mais il faut qu'il soit partagé par tous. Il faut qu'il soit encadré. Il faut qu'il y ait un cadre qui n'est pas juste pour mettre des normes. Parce que, alors c'est vrai qu'il y a un jour, le rédacteur en chef, le directeur des publications de Trends et du Vif, Hamid Fadjaoui, m'avait cité cette phrase. Alors c'était la patronne des patronnes d'Italie qui avait dit une phrase. Alors ça peut paraître bizarre pour un socialiste de citer une patronne, mais
Elle dit, mais en fait, les États-Unis inventent, l'Asie copie et l'Europe réglemente. Ça, j'aimerais bien que ça change. Moi, je pense qu'on a plein de talents pour inventer ici. Qu'on a plein de talents, mais qu'on doit les laisser émerger. Qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à nous apporter des choses, une invention. Donc, attention à vouloir mettre des cadres trop vite. Mais attention aussi à une société qui dirait on libéralise tout parce qu'il n'y a pas besoin de règles, comme ça l'esprit d'entreprendre va se développer. Bah non, parce que le chaos, ça ne mène pas à quelque chose de positif non plus. Mais je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, nous, moi, je conseille souvent aux jeunes entrepreneurs qui veulent lancer leur projet, dès qu'ils veulent aller voir un avocat, je leur conseille d'aller le voir le plus tard possible. Parce qu'ils freinent énormément la créativité, parce qu'il y a des réglementations, parce que je comprends. Mais l'idée, c'est de voir déjà où on arrive sans, je veux dire, structure juridique, et puis après de s'adapter et adapter les choses à la structure juridique. Sinon, on est trop C'est un peu ce que tu dis, parce que j'ai un de mes amis qui exploite beaucoup d'ORECA et qui vivait très mal le fait qu'on ferme les ORECA. Est-ce que je comprends? Parce que toutes ces mesures, elles ont été très injustes. Hein. Et je disais toujours, elles sont injustes mais nécessaires. Donc, et c'est vrai que moi, je les ai fait appliquer strictement parce que je connaissais la situation dans les hôpitaux. Je voyais les morts qui étaient là et la façon dont les services d'urgence et le soin intensif étaient complètement débordés. Donc, je devais appliquer ces mesures de façon très stricte. Ça n'est pas dans mon ADN de fermer la ville. Moi, j'ai plutôt été connu comme quelqu'un qui montait beaucoup d'événements, mais là, j'ai dû vraiment être très strict. Mais cette personne me disait, mais c'est terrible parce que moi, tout ce que je demande, c'est de travailler. Je ne veux pas de prime, tout ça, mais je veux travailler. Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, mais tu sais, monter ta boîte, c'est le truc le plus dur du monde parce que tout le monde te dit de ne pas le faire. Et je trouve que c'est vrai, et ça c'est quelque chose qu'on doit entendre aujourd'hui et développer cette créativité par rapport à ça pour pouvoir donner ce coup de pouce, quoi. Et dire aux banques, maintenant il faut lâcher du lest, on vous a refinancé, vous devez trouver des fonds. On a créé des fonds régionaux, des fonds d'investissement, des capitaux à risque justement, parce que l'on sait qu'en faisant ça, on va doper notre économie et faire confiance à l'ensemble de nos quartiers. C'est super important ce que tu dis et je vais te parler d'un projet sur lequel je travaille aussi. Après, à Molengeek, après avoir rendu le digital accessible, l'entrepreneuriat accessible, les finances, c'est un de mes futurs projets. J'aimerais vraiment rendre accessible les levées de fonds des jeunes de quartier parce qu'actuellement, les entreprises que les jeunes de quartier ouvrent, elles sont super limitantes parce qu'ils ne se projettent pas à lever plusieurs centaines de milliers d'euros pour lancer une plus grande entreprise ou un plus grand projet. Et donc, ils se contentent d'ouvrir une petite web agency où ils peuvent travailler, une petite agence web où ils peuvent travailler, faire un salaire, peut-être avoir un employé ou deux, mais ils ne se projettent pas plus loin. Et je pense que c'est un travail à faire. En tout cas, ce confinement-là, c'est ce que ça nous a beaucoup montré. C'est un travail à faire pour le futur. Et voilà. Donc, je rebondis juste sur ça. Et je reviens par rapport au bâtiment. Tu parlais tu as une vision sur le partage. Est-ce que tu peux déjà nous dire des choses un peu plus claires par rapport à ça, par rapport au bâtiment de plus de 20 000 mètres carrés? Déjà le dessus, donc le fait d'avoir cette salle du conseil, ce jardin suspendu, cette cafétéria. C'est du partage. De dire, voilà, on va l'ouvrir. Donc des gens pourront le réserver. On réfléchit, est-ce que le soir, on n'ouvrirait pas le restaurant, le concéder, on réfléchit à ça. Donc on se dit, tiens, mais peut-être qu'avec ce panorama incroyable, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis dans les différents lieux de réunion, on dit, il y a souvent des associatifs. Alors moi, je me demande toujours comme bourgmestre, c'est, monsieur le bourgmestre, on veut un local. Moi, je dis toujours, mais oui, ok, mais vous faire quoi? Parce que les gens nous demandent un local, je dis, ok, mais qu'est-ce que vous voulez en faire, quoi? Moi, j'ai pas de problème à trouver des locaux, mais vous devez me monter le projet et me dire, et alors je trouverai un local avec vous. Je donne un exemple, dans le quartier des Marolles et dans le quartier Sainte-Catherine, il y avait beaucoup de gens qui en avaient marre parce qu'ils ne veulent plus faire de sport. Les salles de sport étaient fermées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mobilisés, c'est Chicago Bac et Colis du Cœur, pour récolter des vivres pour les sans-abri et pour les migrants. On a trouvé les lieux avec eux. Ils se sont mobilisés positivement. En même temps, ils en avaient marre parce qu'ils ne pouvaient pas se voir. Ils se sont dit, tiens, là, on peut se voir. On a en plus le soutien des autorités. Donc, on a trouvé un local. On a pérennisé ces actions. J'avais suivi ça. Et en fait, c'est devenu viral. C'est devenu tellement un buzz sur les réseaux qu'aujourd'hui, tous ces quartiers sont mobilisés positivement, dans une action positive. J'avais expliqué ça en disant, ben voilà, il y a moyen d'être pas content et de se mobiliser positivement. Ce bâtiment administratif, on va devoir réfléchir à comment on utilise les lieux. Parce qu'en effet, ils vont fermer à une certaine heure. Oui, il y a la sécurité, évidemment, mais c'est gérable ça. Mais il faut que ce soit des lieux qui bouillonnent de vie. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer qu'avec tous les mètres carrés de bureaux qu'on va avoir, dont beaucoup vont être convertis en logement, à mon avis, en commerce, en espace collectif, on va devoir réfléchir à comment on les repartage. On le voit avec le coworking. Alors, on ne va pas devenir une grande centrale de coworking à la ville de Bruxelles. Mais par contre, pourquoi pas imaginer que des assos puissent se réunir après les heures, puissent travailler
aujourd'hui, c'est ça. Bruxelles, ça reste une ville ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il faut qu'on donne l'exemple. Non, mais vraiment. Et en plus, on voit la tendance. Hein. On voit que la Commission européenne ne signe plus, ne prolonge plus ses baux. On voit aussi que voilà, Proximus, elle est en train de réfléchir par rapport à ces 2 tours, de ce qu'elle allait faire avec une de ces 2 tours, en tout cas pour le futur. Et donc, c'est vraiment la tendance qui… Mais c'est une opportunité. À Bruxelles, on a toujours peur. On a toujours dit, oh là là, ils vont partir. La Commission européenne va se concentrer sur le quartier européen. Bon, on aimerait bien qu'elle se répartisse. Mais elle va quitter sans doute Beaulieu, le côté où il y a le viaduc à Oudergem, qui est quand même le truc le plus moche du monde. Quand vous regardez, on a fait sauter le viaduc Mézère, tout le monde dit c'est de la catastrophe. Ouais. C'est sublime quand même maintenant, ce boulevard urbain. Ça ressemble enfin à quelque chose. Il n'y a pas cette espèce de grande autoroute urbaine au 2e étage des maisons. Ceux qui connaissent, tu es de Molenbeek, qui se souviennent, tu es un peu jeune. Il y avait un viaduc. Le viaduc du 89. Je ne m'en souviens pas, j'ai vu des photos. Ça a tué tout Molenbeek, Gensoren, Kuckelberg. Hein. On allait avec 6 voies de voiture depuis Rogier jusqu'à la Basilique. Toutes ces belles maisons qui sont boulevard Léopold II étaient vraiment, mais c'était horrible. Quoi. Ils vivaient dans le noir ou dans l'obscurité en permanence. Donc la commission des ménages, sans doute qu'on pourra faire sauter le viaduc là-bas et refaire un boulevard urbain plus à taille humaine. Dans le quartier nord, tu parles de Proximus, regarde les tours UETC. Le quartier nord, c'est quand même un quartier où on a chassé les habitants pour construire le petit Manhattan, on disait. Ouais. Ça n'a pas bien marché, ouais, ok, il y avait un peu de bureaux. Aujourd'hui, c'est des projets mixtes. On remet du logement, on reconstruit du logement social, on construit des équipements, on construit des écoles. Donc on refait un quartier qui n'est pas monofonctionnel. Le problème dans Bruxelles ou dans tous les quartiers du monde, si tu ne fais qu'un quartier de bureau, qu'un quartier de logement, qu'un quartier d'équipement, tu fais des ghettos. Si tu mixtes, tu fais une ville qui réussit. Écoute, je suis totalement d'accord avec toi, c'est de pouvoir faire cohabiter les différentes vies de la ville ensemble, c'est ça qui va permettre de faire avancer les choses. Nous, on est bientôt à Laeken, hein, tu sais. Oui. J'ai suivi ça. On est bientôt à Laeken chez toi. Et là, on tease un petit peu, mais normalement, ce serait pour septembre-octobre qu'on viendrait déposer nos bagages. Mais si tu as des mètres carrés en trop dans le nouveau bâtiment, on est preneur aussi. Mais c'est ce qu'on va devoir discuter avec tout le monde. On va regarder comment. Alors, on va se donner on va d'abord prendre possession du bâtiment, on va voir comment ça fonctionne et voir ce qui peut être partageable. Mais c'est clair que, par exemple, les salles de réunion, on en a fait quand même des grandes. Moi, je veux absolument qu'elles soient optimalisées. Je ne vais pas fermer. L'exemple que je donne avec cet hôtel de ville aujourd'hui en accueillant, c'est de dire, mais alors, ici, il faut le préserver, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on est dans un bâtiment historique. Mais le but de nos bâtiments, de nos lieux, c'est qu'ils vivent et de montrer en permanence qu'il y a une interaction possible. Non, en tout cas, ici, je le répète, on n'a pas besoin de venir accrocher des choses au mur. C'est magnifique. Faut pas toucher. C'est déjà magnifique tel quel. C'est classé et c'est juste impressionnant. On a beaucoup de chance. On est vraiment des privilégiés d'être ici. Et je te remercie. Tu es dans la salle où se marient les princes de Belgique. Hein. Donc voilà. Brahim. Attention, hein. Ici que What else? Mathilde et Philippe, Astrid et… Oui, parce que donc, depuis Napoléon, c'est le mariage civil avant le mariage religieux. Ah, ok. Donc la pièce juste à côté, c'est la salle des mariages que connaissent bien les Bruxellois, avec le balcon des Diables Rouges, comme je dis. Donc ça, il est juste là derrière. Et ici, c'est la salle gothique où se font les grandes réceptions. Mais les mariages princiers se font d'office ici. Et puis ils vont à la cathédrale Saint-Gudule pour le mariage religieux. Mais c'est d'abord le mariage civil qui a lieu ici. Donc le dernier, c'était Laurent et Claire. Voilà. Laurent, tu n'étais pas encore là, toi? J'étais chef de cabinet. J'ai organisé le mariage pour Freddy Tillmans. Je n'étais pas encore élu, mais j'ai organisé. Il y a plein d'anecdotes d'ailleurs là-dessus. Mais c'était impressionnant parce que tu es en Eurovision, tu as toutes les têtes couronnées qui sont là, les ministres, dans cette salle. Mais c'est une salle qui a plein d'histoires à raconter. Il y a eu beaucoup de choses dans cette salle. Ah, j'imagine. Dis, Philippe, je vais venir avec une dernière question. Imaginons dans ta vision la plus utopique, comment tu verrais la ville de Bruxelles au niveau digital d'ici 5 ans? Je pense que d'abord la connectivité. Donc il y a un gros programme, notamment avec Proximus, que j'étais très, très fier qu'ils investissent dans la fibre, parce que ça va être ça aussi. Donc nous, on va équiper, mais si tu n'as pas le data qui passe, il y a un vrai problème. Donc déjà, le fait que le Patagone, avec cette mixité, puisque le Patagone, c'est à la fois des grosses entreprises, mais des quartiers populaires, hein, les Marolles, un Essence, le quartier Sainte-Catherine, qu'il y ait cette connectivité qui soit possible. Et il faut surtout que la digitalisation soit accessible à tous. Parce que ce qu'on aura rattrapé comme fracture sur l'école, il ne faut pas qu'elle arrive après sur la digitalisation. Et nous, comme pouvoir public, on doit toujours penser à la couche qui n'a pas accès. Ouais. Ça, c'est notre schéma de base.
C'est pas celui qui est en haut et qui veut gagner ces quelques gigabits qui est important. C'est celui qui n'en a pas. Celui qui n'a pas la connexion Wi-Fi, celui qui n'a pas la fibre, celui qui n'a pas les moyens d'avoir un abonnement 4G ou demain 5G. C'est celui-là à qui on doit penser. Quand on distribue les ordinateurs à tout le monde, c'est aussi d'avoir ça, de dire, écoutez, tout comme les cours particuliers. Si on prend un cours particulier de maths, ça coûte 25, 30, 35 euros de l'heure. Qui peut payer ça? Pas tout le monde. Or, il faut que nous, par exemple, les devoirs se fassent à l'école parce que nous, on veut absolument pas supprimer les devoirs parce que c'est important d'avoir une révision, mais on veut offrir à chaque élève, d'ici la fin de la législature, la possibilité d'avoir ça à l'école, de pouvoir suivre. Sur la digitalisation, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on donne les ordinateurs dès la 4e parce qu'on pense qu'avant, c'est peut-être moins nécessaire, que le e-learning doit se développer une fois que tu as des bonnes bases d'apprentissage. Et donc, à partir de la 4e, tu auras ton ordinateur dans l'enseignement de la ville de Bruxelles, mais on espère que ça généralise aux autres réseaux. Et donc, ça reste... Je le disais, un progrès n'est intéressant que s'il est à un moment donné partagé par tous. Alors, ce n'est pas de moi, c'était un slogan de la SNCF, mais je l'ai toujours trouvé excellent. Parce que c'est de dire, n'ayons pas peur du progrès. Ça, c'est l'erreur de dire, ouh là là, tout change. Mais oui, mais ce n'est pas grave. Mais il faut cette notion de partage par tous. Si tout le monde n'y a pas accès, c'est qu'on a raté l'objectif. C'est comme sur la santé. Tout le monde a compris aujourd'hui pourquoi les soins de santé étaient aussi importants. Je vais terminer par cette image qui peut s'appliquer à la digitalisation. Il n'y a rien de plus terrible que d'être malade, de voir quelqu'un de sa famille qui est malade. Moi, depuis plus de 20 ans, je siège au conseil d'administration de l'Institut Bordet. Le cancer, ça touche de plus en plus de gens. Alors, pourquoi? C'est aussi une bonne nouvelle, c'est parce qu'on vit de plus en plus vieux. Le cancer, souvent, c'est une dégénérescence de cellules, donc ça peut toucher. Que vous soyez pauvre ou riche, vous êtes soigné par les mêmes profs d'UNIF à Bordet. Et je dis ça, insiste toujours sur le mot riche, parce que je sais quand je parle dans les quartiers populaires de dire, mais vous savez, quand vous allez à Bordet, c'est le top du monde médical sous l'oncologie qui vous soigne. C'est quand même un magnifique projet de société. De dire que tu aies de l'argent ou pas, tu es soigné par les mêmes médecins. Je pense que la digitalisation, ça doit être la même chose. Il faut donner ce même accès à tous. Ouais. Je suis un fervent défenseur en disant, j'essaie d'expliquer aux personnes que Internet, donc je parle juste d'Internet, est un produit de première nécessité. Je dis, si on nous retire Internet, on n'est plus informé, on ne sait plus postuler, on ne sait plus communiquer avec d'autres personnes. En confinement, c'est une catastrophe. C'est pour ça que des gros acteurs, des grands fournisseurs d'accès Internet pendant le confinement, comme Proximus, ont donné des accès gratuits, Wi-Fi, hotspot et des choses comme ça pour permettre aux gens de rester en contact. Et un ami à moi m'a trouvé ce slogan, ça m'a fait rire. Il m'a dit « Internet, c'est de l'eau ». Oui, c'est vrai. En fait, Internet, c'est comme de l'eau. Est-ce que tu es d'accord avec ça Enfin, encore une fois, moi je dis le poison, voilà, c'est la dose qui fait le poison. Donc, si on boit trop d'eau, on peut en devenir malade. Okay, si on est trop sur Internet, ça peut être négatif aussi. Est-ce que tu penses que Internet c'est de l'eau? Est-ce que tu penses qu'il faudrait le réfléchir de manière à le rendre accessible à tous? Donc, oui, il y a ce fameux projet de Proximus d'investir 7 milliards pour connecter tous les Belges et 100% des Belges. Et ça, c'est vraiment un challenge qui est énorme. Mais de dire, toi, est-ce que on réfléchirait dans un second temps en disant ouais, est-ce qu'on ne devrait pas diminuer par exemple le download de certaines familles parce qu'elles n'arrivent pas à payer leurs factures, mais pas leur couper entièrement. Fondamental. Donc, le surendettement, tu mets le doigt là-dessus, ou les gamins qui ont été achetés des cadeaux sur Instagram avec la carte de crédit des parents. Il faut faire attention à la monétisation de tout ça. Donc, il y a aussi une éducation qui doit se faire, mais elle se fait pour tout. Donc, de nouveau, il ne faut pas avoir peur de la technologie. Il faut lui fixer un cadre et compter sur l'enseignement. Il faut expliquer les choses. Parce qu'un gamin qui découvre à un moment donné TikTok, Instagram ou quoi, tout est facile, hein, tout est démonétisé, tu n'as plus de papier, tu n'as plus de pièces, tout est... On ne parlera même pas des crypto-monnaies et de l'espèce d'emballement absolument hallucinant. J'essaie de beaucoup lire là-dessus. Tu penses quoi là, sur ça? Allez, une petite parenthèse, tu penses quoi de la crypto-monnaie? Mais j'ai toujours un problème sur la titrisation de la finance. Donc je dis toujours attention. Alors la titrisation à la base c'était fait pour avoir des produits d'assurance, quoi. La crypto-monnaie, je ne veux pas dire que je suis pour ou contre. J'ai juste peur. Ok, qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce que ça apporte? Parce que si c'est pour refaire la crise de 2008, alors on va me dire ouais, mais voilà, une nouveau Cassandre. Ouais, mais il faut un peu baquer ces produits-là. Parce qu'après la crise de 2008, c'est beaucoup de gens qui l'ont payé ces crises et puis on a dû mettre de l'argent dans les banques. Donc il faut toujours un peu de mesure et voilà, moi je ne vais pas le mentir que je suis un peu pour un contrôle étatique. Hein. Je suis quand même un peu pour la collectivité, parce que l'État c'est quoi? C'est la collectivité, puisse un minimum contrôler ce qui se passe, que ce ne soit pas une espèce de société libertarienne où il n'y a aucune règle et on décide ce qu'on veut. Mais de nouveau, il ne faut pas avoir peur de la technologie, parce qu'il faut continuer à chercher.
Aujourd'hui, tout le monde a peur du nucléaire. Je vais revenir sur le cancer. Heureusement qu'on a la technologie nucléaire, hein. Ça nous permet de traiter beaucoup de tumeurs. Ouais. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir un débat sur les centrales, c'est un autre débat. Sur Internet, on peut dire tout le pire du darknet qui se passe là-dessus. Et en même temps, tu l'as dit, ça nous permet plein de connexions. Moi, j'entends maintenant qu'il y a des grandes craintes sur la 5G. Bon, moi, c'est vrai que je pense qu'il y a plutôt des intérêts par rapport à ça, mais je le redis, ma mère qui a 75 ans, juste avant le confinement, on lui a acheté un smartphone parce qu'elle ne voulait pas de smartphone. Oh non, je veux pas. Et on lui a mis WhatsApp. Mais ça lui a permis de tenir, quoi. Tous les jours, on mettait des messages positifs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, grâce à cette connectivité, ont pu tenir sans voir leurs proches, en étant complètement isolés. Donc voilà, il y a le pire et le meilleur. Après, c'est ce que l'humain en fait qui est important. Je suis totalement d'accord avec toi. On parle de temps d'écran. Je trouve que le temps d'écran, c'est l'expression la plus inutile qui soit, parce qu'un temps d'écran, ça peut être un moment comme celui-ci qui est très bénéfique si on passe un temps d'écran à écouter Philippe en train de nous parler de sa vision, de ce qu'il a mis en place et tout ça, c'est super bénéfique. Et puis il y a le temps d'écran, c'est vrai qu'on va regarder sur TikTok des petits sketchs, des petites danses. Ok, ça sert à rien, on est d'accord. Mais encore, si ça peut alimenter la créativité de certains jeunes, pourquoi pas. Oui, mais même on a le droit de perdre son temps dans une société. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas une société où tout doit être utile. On a le droit de perdre son temps. Donc moi, franchement, TikTok, je ris avec mes gosses. Je ne vais pas me mettre dessus pour l'instant. Peut-être que dans 6 mois. Elio est dessus, on va dire. Oui, je sais qu'Elio est beaucoup dessus. Moi, je ne me vois pas trop. Mais j'avoue que de temps en temps, mes enfants, ils sont petits, ils ont 11 et 14 ans. Ils me font rire quand ils me montrent des trucs sur TikTok. Je ris avec eux. Et c'est des trucs inutiles, un peu idiots. Mais ça fait du bien. Donc voilà. Exactement. Après, oui, il faut faire gaffe au harcèlement qui existe dessus, mais il existe aussi sans la digitalisation. Donc c'est de nouveau toujours ce qu'on en fait. Et en même temps, heureusement que la digitalisation, ça n'est pas que des choses utiles. Ça doit aussi être un moment où on passe du bon temps et où on réserve un film. Moi, c'est super, moi, d'avoir le plus grand catalogue de cinéma maintenant. Grâce aux différents bouquets qui sont là, c'est fantastique, quoi. Exactement. Et demain, on a une journée spéciale avec Child Focus, Thierry Geers, le CEO de Google et tout ça. On va parler spécialement tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est sécurité sur Internet et tout ça. Donc, c'est vrai, de rendre accessibles les technologies, c'est super important. Mais en tout cas, donner les bonnes armes, les bons outils aux jeunes pour qu'ils puissent l'utiliser de manière tout à fait safe. Je crois que c'est le rôle aussi de l'école. Donc, je le dis à Philippe, je pense que l'école doit vraiment intégrer tout ce qui est sécurité sur Internet au niveau formation pour les jeunes, pour les éducateurs, pour les profs et pour les parents. Ouais. Mais là, moi j'étais surpris comme les profs se sont très vite adaptés et ont très vite utilisé les outils mis en ligne. Moi j'étais surpris dans le premier confinement, surtout parce que le deuxième, je veux dire, on avait cette première expérience. Le premier, c'était un choc terrible. Le nombre de profs qui ont imaginé des choses pour que les enfants restent connectés, puisqu'ils puissent, sans être obsédés par le nombre d'heures de travail, le nombre d'heures de devoirs à produire. Fantastique. On a pu montrer que, voilà, à un moment donné, allez, par exemple, ma collègue, je sais qu'elle était chez toi hier, Caroline Désir, travaille sur les rythmes scolaires. Tu viens de dire, les rythmes scolaires, c'est fondamental. Ça dépend de ce qu'on fait. Aujourd'hui, sur le e-learning, tu le dis toi-même, ça ne doit pas être 5 jours sur 5. Ça doit peut-être un jour, parce qu'on va voir autre chose. Quand je vais faire le vieux ancien combattant, nous on avait la télévision scolaire, c'était un peu bizarre, on nous passait des documentaires. Mais ce qui est important, c'est l'interactivité en fait. Si demain l'e-learning nous permet de discuter avec un petit Québécois, un Français du sud de la France et d'échanger un programme commun et qu'on peut monter quelque chose, puis qu'après on se retrouve, on aura créé en effet une collectivité qui sera à mon avis positive. On rapproche les gens et ça c'est important. Je crois que ça a été ça, je veux dire aujourd'hui. De nouveau, n'ayons pas peur de la technologie. De nouveau, c'est ce que nous en faisons qui est important. Il ne faut pas avoir peur des gens qui cherchent, pas à un moment donné de se cadrer en disant, alors oui, on aura toujours des générations qui diront c'était mieux avant et les jeunes ne font plus rien. Moi j'entends ça depuis toujours, c'est toujours la même chose. Et en même temps, je dis toujours, bon, moi j'ai étudié le droit. Franchement, que ce soit les études de droit, de médecine, de politique, j'en reviens pas à ce qu'on fait étudier aux étudiants. C'est hallucinant. Où on regarde maintenant dans les nouveaux métiers que tu développes, franchement, les étudiants, ils bossent, mais ils bossent à un niveau qui est honnêtement bien supérieur. Je dis toujours ça à mes collègues, et on bossait pas autant, arrêtez un peu. Mais voilà, il y a une espèce de mythe comme ça qui est c'était toujours mieux avant. Non, faut pas avoir peur du futur. Top. Philippe, je me retourne vers la régie qui va nous poser les questions du public. On t'écoute. Première question, et ça démarre fort, on nous précise que c'est une question sérieuse. Quelle est votre chanson préférée de Motorhead? On rigole pas avec Motorhead. On rigole pas. Et pour tous ceux qui nous regardent, je vais vous donner une info, une exclue.
hein, une exclu de ouf Un sur dossier, Philippe, un dossier sur Philippe. Vous allez sur YouTube, vous tapez Philippe Claus, génie en herbe. Voilà, j'ai rien dit. Je dis rien de plus, voilà. C'est une émission. Je regardais. Bon, le titre le plus connu, c'est Of Space, mais moi, alors, je vais pas la traduire, vous irez voir tout ça. Il y a une chanson il y en a deux. J'aime bien Kill by Death. Et une chanson, le nom est spécial, donc vous voyez, c'est Orgasmotron. Black Rucat, j'espère qu'on a répondu à ta question et que tu es satisfaite par la réponse. Alors Fatima nous demande, Monsieur Claus, que pensez-vous de la réévaluation de l'enseignement chaque année? Est-ce que c'est possible dans notre pays? Je ne crois pas qu'il faut le faire chaque année, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas mettre tout le temps en difficulté aussi l'enseignant. Et c'est la personne, c'est une chose des plus difficiles d'enseigner. Moi, j'enseigne en supérieur, c'est très très compliqué, hein, honnêtement. Et donc, d'abord, beaucoup de respect pour les profs. Je pense que c'est une catégorie professionnelle qui a longtemps été méprisée. Et or, c'est vraiment la base de notre société. Par contre, il ne faut pas avoir des tabous sur tout. Donc, il y a une façon d'enseigner, en effet, et elle doit pouvoir s'adapter. Mais je suis étonné avec ce confinement, comme beaucoup de profs ont réussi à s'adapter. La grosse réforme de maintenant, c'est ce que fait Caroline Désir avec sa réforme des rythmes scolaires, c'est de dire on a des congés scolaires qui ont été basés en fait sur les récoltes agricoles, parce que c'était ça, hein, les 2 mois de congés. Il faut peut-être passer à autre chose et se dire que voilà, tous les pédagogues sont d'accord qu'ils font un rythme de 7 semaines de cours et 2 semaines de repos. Écoutons un peu les professionnels de la pédagogie. Alors, Mister ABB sur Twitch, ils veulent tous en savoir plus, hein, sur Monsieur Claus. Est-ce que vous regardez des mangas? Alors, mes enfants regardent Hunter x Hunter. Donc Sur Netflix. Ouais, sur Netflix. Ils regardent Hunter x Hunter et Naruto. Alors, j'avoue que j'ai un peu passé le cap. Mais j'en ai beaucoup regardé. Voilà, j'ai vu des trucs. Bah, c'est vrai que ma génération, le manga de référence, c'est Ghost in the Shell. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le sommet. La base. Je crois quand même que c'est le plus beau manga. Ne regardez pas le remake américain. Non, c'est une catastrophe. J'allais dire, il faut voir l'original. Pitié. Mais le Ghost in the Shell, c'est un truc qui nous a mis tous une gifle, tellement l'histoire est dingue et le dessin, voilà. Mais moi, je fais un peu vieux, là, je sais, j'ai 50 ans, donc non, ça reste ma référence. Non, voilà. Les années 80, on est là. Voilà. Je respecte. Je te dis ça pourquoi? Parce que j'évolue avec des gamins qui sont nés après 2000, tu vois. Ouais. Et ça me saoule quand j'ai des références comme hey, Pat Le Guen, mais ça, ils comprennent pas. Ouais, c'est ça. Alors, C'est ça, c'est comme Dorothée, là, on est loin. On nous demande sur Twitch, quel est votre message pour les jeunes durant cette période? Bah, je veux leur dire d'abord que je sais que ça a été dur. Hein. Vous avez vu, moi j'ai dû interdire un nombre d'événements incalculables alors que j'adore ouvrir la ville. Et je leur promets des giga fiestas. Donc je peux vous dire qu'on est en train de préparer des bazars. Déjà juillet, août, mai, septembre, ils vont voir la ville comme ils l'ont jamais vue. Et s'ils ont des idées, il faut encore un peu tenir. Il faut d'abord se faire vacciner. Donc ça c'est extrêmement important. On va organiser une grande séance. Peut-être un scoop pour, ici, avec des professeurs, pour que tout le monde puisse poser toutes les questions sur les vaccins, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui circulent, mais les gens ont le droit de poser des questions. On va injecter un produit dans le corps, c'est normal qu'on pose des questions. Donc on va faire ça au niveau de la ville, mais qui se prépare, il va y avoir des grosses fêtes. Black Rucat nous demande sur Twitch, comment voyez-vous la ville de Bruxelles dans le monde numérique dans les années à venir? J'ai posé cette question, Black Rugat. Ouais. T'as pas entendu la réponse? Ben, je la vois positivement, parce que je pense d'abord il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là, et il y a une force qu'à Bruxelles, qu'aucune ville du monde a, à part Dubaï, c'est d'être la capitale la plus cosmopolite du monde. On a 184 nationalités, je ne sais pas si on imagine la chance que c'est. En tout cas, moi, il n'y a pas un speech, ça je l'aurais fait maintenant, où je ne parle pas de cette chance. Et donc la digitalisation, elle permet de connecter les gens, mais nous, l'avantage, c'est que toutes les nationalités quasi qui existent dans le monde sont présentes à Bruxelles. Et nous, c'est pas fait artificiellement, c'est naturel. Je dis ça pour. Pour Dubaï. Comme ça, je ne l'ai pas dit moi. Je dis ça, je dis rien, voilà. Et voilà, je pense que le reste des questions, tu les as posées. Donc, merci en tout cas pour vos réponses. Avec plaisir. Top. Et en tout cas, je te remercie encore une fois pour ton temps. Avec plaisir. Philippe, pour ton temps ici, pour avoir répondu à nos questions, pour nous avoir partagé ta vision par rapport au numérique dans ta ville, par rapport au challenge que tu as dû lever lors du confinement et ta vision, même si tes réponses, parfois, elles sont un peu, un peu plus dures, elles sont pas un peu plus, elles respectent pas les canevas. Je te remercie par rapport à ça et je te remercie encore 1000 fois pour cet environnement. Bah, écoute, moi, je voulais te dire aussi 2 messages à mon avis aussi importants. 1, garder sa faculté d'être indigné, s'indigner sur les choses, ça c'est vraiment important. Et 2, dans la création, et donc merci à toi et Molengeek pour ce que vous faites,
Et j'avais vu une phrase, je suis pas fan du personnage, mais en même temps je peux reconnaître sa créativité. C'est Jeff Bezos qui a dit à un moment donné, ne vous demandez pas ce qui existera dans 10 ans, demandez-vous ce qui n'existera plus dans 10 ans. Et je pense que c'est ça qu'on doit se poser aussi comme question. Pour se réinventer tout le temps, c'est de ne pas être, en regardant dans le rétroviseur, même s'il faut apprendre du passé, sinon on est condamné à le revivre, comme on dit, mais il faut regarder devant et il faut rester optimiste. Cette crise, elle doit nous permettre de rester optimiste et de montrer que la science, la médecine, la santé, elle peut vaincre les pires des maladies, mais qu'on peut créer ici un espace commun dans lequel, pour moi, il y a une valeur fondamentale qui est la solidarité qui doit persister. Merci. On va finir sur tes mots qui sont très impactants. Merci énormément, Philippe, Merci beaucoup pour ton accueil. C'est pas fini, on va encore venir squatter toute la journée aujourd'hui et demain. C'est à vous. Merci mille fois et on se retrouve tous dans quelques minutes avec nos prochains intervenants. Merci beaucoup. Merci.